tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour préparer ensemble ma pile à lire pour le Blossom Spring Challenge. C'est enfin bientôt le printemps. Et qui dit printemps dit nouvelle saison, dit nouveau challenge lecture saisonnier. Et donc comme l'année dernière, j'avais envie de préparer une pile à lire pour le Blossom Spring Challenge, pour le printemps donc. C'est la 6e année que ce challenge existe, mais pour moi, c'est seulement la 2e année que je le suis. Et cette année encore, même si je fais une pile à lire, je me laisse le droit, voire l'obligation de déroger à ma pile à lire et de lire autre chose si j'en ai envie. Dernière petite information avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a un autre challenge lecture qui existe depuis l'année dernière, donc cette année c'est la 2e édition. C'est le Shiny Spring Challenge de Flowfly. Je suis tombée dessus ce matin en fait. Je savais qu'il existait, mais je m'y étais jamais vraiment intéressée. J'aurais dû, puisque en fait j'ai regardé sa vidéo de présentation ce matin et j'ai trouvé ses catégories hyper intéressantes. Donc pour aujourd'hui, on va parler du Blossom Spring Challenge, mais dans quelques jours, je vais vous faire aussi une pile à lire et une vidéo pour le Shiny Spring Challenge. Comme d'habitude, je vous mettrai en barre d'infos les vidéos de présentation des deux challenges et vous les retrouverez aussi dans le petit i de ce côté-ci. Ou de ce côté-ci, je ne sais jamais. Trêve de blabla, en avant pour le Blossom Spring Challenge. Donc, le premier menu, c'est Printemps florissant et la première catégorie, c'est l'eau des roses où il faut lire un livre de romance, un livre feel good ou de la chick-lit. Et j'hésite déjà entre deux titres. Le premier, c'est un ajout récent à ma palle, donc ce serait quand même assez judicieux de le lire et de le sortir de ma bibliothèque. C'est Cléopâtre et Frankenstein de Coco Mellors. Je ne sais plus grand chose de ce titre évidemment puisque j'ai une mémoire de poisson rouge, mais je me souviens que je l'ai vu passer à plusieurs reprises sur la chaîne anglophone This Story Ain't Over. C'est une booktubeuse canadienne, anglophone donc, et ce titre-là fait partie de ses titres préférés de l'année 2023. Elle en parle régulièrement et avec beaucoup de passion, du coup ça m'avait donné envie de le lire, et il est sorti très récemment aux éditions Point en version poche ici. Donc, quand je l'ai vu en librairie, évidemment, je l'ai acheté. Je sais juste que c'est une histoire d'amour entre le personnage féminin qui s'appelle Cléo et le personnage masculin qui s'appelle Franck et qui a apparemment 20 ans de plus qu'elle. On nous dit sur la première de couverture une histoire passionnelle dans un New York qui ne dort jamais. Une histoire d'amour, ok, même si je suis pas super fan, mais surtout une histoire contemporaine et à New York, ça me donne quand même pas mal envie. D'autant plus que je crois que ça va être assez... pas forcément dramatique, mais il va y avoir des hauts et des bas. C'est pas forcément une romance feel good. Et je crois que c'est quelque chose que je vais aimer. Le deuxième livre que j'ai ajouté à cette sous-catégorie, c'est La librairie Morizaki de Satoshi Yagisawa. Et comme je ne l'ai pas en livre physique et je vais l'emprunter à la médiathèque, je m'aide de ma petite appli Babelio de ce côté-ci. J'ai le souvenir que c'est plutôt un roman feel good, dans le sens où on va suivre une japonaise qui, je ne sais plus pour quelle raison, je crois qu'elle vient de se faire plaquer par son fiancé. Bref, elle repart vivre à la campagne, elle quitte la zone urbaine dans laquelle elle vit et elle retourne vivre à la campagne chez son oncle ou son grand-oncle, je ne sais plus. Elle va l'aider à gérer sa librairie et du coup, ça va lui faire du bien. C'est de la littérature japonaise, je n'en ai pas beaucoup lu, je crois d'ailleurs que je n'en ai lu qu'un seul, c'était Combini, la fille de la supérette, l'année dernière. Mais dans tous les cas, je pense que ça va me plaire parce que justement ce côté feel good et ce côté presque développement personnel, je pense que ça va me parler. Pour le printemps, c'est plutôt pas mal. En fait, vous allez voir que presque à chaque sous-catégorie, j'ai plusieurs livres. La seconde sous-catégorie d'ailleurs, c'est Le Jardin des secrets. Il faut lire un livre autour des drames, des traumatismes, des secrets et des intrigues familiales. Des lectures très joyeuses donc, mais j'ai 3 livres qui me tentent. Le premier, il est ni disponible à ma médiathèque, ni dans ma bibliothèque. C'est le tome 2 de La femme de ménage de Freida McFadden. Soit j'arrive à le trouver d'occasion à un prix assez sympa, soit je l'achète neuf. Mais j'ai très envie de le découvrir. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. Ça avait été l'une de mes meilleures lectures de 2023. Même si le début avait été un petit peu chaotique pour moi. Mais du coup, maintenant que je sais de quoi est capable l'autrice, j'ai hyper envie de me replonger dans sa plume et dans ses intrigues. C'est du thriller psychologique et je sais juste que dans ce titre-là, on va suivre notre personnage principal qui était déjà le personnage principal du premier tome. Donc c'est une histoire qui n'a pas vraiment de lien avec le premier tome, mais je pense qu'il vaut quand même mieux avoir lu La femme de ménage parce qu'on est dans la continuité du truc et j'ai un petit peu peur que le tome 2 spoil le tome 1. Même si comme je vous le disais ils sont pas forcément liés. Le deuxième titre que j'ai ajouté, c'est un titre que j'ai eu
à Noël et qui fait donc partie de ma pile à lire physique. C'est Remarkably Bright Creatures de Shelby Van Pelt qui me fait toujours autant envie. Et en plus, il a une couverture absolument magnifique. La couverture fait quand même assez printanière, voire estivale, mais du coup, j'ai toujours très envie de le lire. C'est juste que j'ai pas encore trouvé le temps et la motivation de me lancer dans une lecture en VO. Ici, on va plutôt explorer les thèmes de drame, de traumatisme et d'intrigue familiale, puisque notre personnage principal ici, je crois qu'elle a 60 ou 70 ans, enfin, c'est une personne qui est quand même assez âgée, et qui travaille de nuit dans un aquarium, qui fait le ménage pour pouvoir joindre les deux bouts. Il se trouve qu'elle va se lier d'amitié avec une pieuvre qui détient des secrets sur la disparition du fils du personnage principal, donc disparition qui a eu lieu il y a une trentaine d'années. Donc déjà, le côté mystère d'une disparition de 3 décennies, moi ça m'intrigue, mais encore plus cette histoire d'amitié entre un être humain et une pieuvre, donc je suis hyper intriguée. Je sais toujours pas pourquoi, je l'ai toujours pas sorti de ma pile à lire, parce que franchement, il me fait quand même hyper envie. Et le dernier titre, c'est un titre que donc je n'ai pas dans ma bibliothèque, mais il est disponible à la médiathèque, donc je peux l'emprunter assez facilement. C'est Les Cartographes de Pen Shepherd. Je voulais le lire déjà l'année dernière quand il est sorti, et puis une chose une autre, c'est un peu passé à la trappe. J'ai lu récemment le premier titre de l'autrice qui est Le Livre de M et j'ai eu énormément de mal à arriver à la fin. Pour tout dire, j'y ai pas vraiment accroché, j'ai trouvé que c'était assez compliqué à lire, alors que les avis étaient quand même hyper positifs. Et pour Les Cartographes, les avis sont mitigés, donc je pense que ça a aussi ajouté au fait que j'avais moyennement envie de le lire et de l'emprunter, mais j'ai quand même toujours envie de me lancer. D'autant plus qu'ici, on va couvrir les thèmes drame, secret et intrigue familiale, puisque dans mes souvenirs, notre personnage principal est brouillé depuis quelques années avec son père, mais il décède et je crois qu'il lui lègue une carte qui dévoile quelques secrets, une carte assez unique en son genre. Ou alors elle la trouve dans son bureau, je ne sais plus. Bref, cette carte va être la source de plusieurs événements qui vont s'enchaîner et ça m'intrigue toujours assez. Je crois qu'on a un petit côté science-fiction qui va se dévoiler ici. Voilà, je sais toujours pas si j'ai hyper envie de le lire ou pas, mais ce sera l'occasion. Et la dernière sous-catégorie de ce menu, c'est La promenade au coquelicot. Ici, il faut lire un livre qui se déroule au printemps ou qui a une couverture fleurie. Et là, je me suis tenue à un seul livre. Je crois que je l'avais déjà mis dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge. C'est Les voleurs d'innocence de Sarah Walkey, je crois. Non, de Sarah Walker. Rien à voir. Donc ici, couverture fleurie, on est plutôt pas mal. Et en plus, les personnages féminins principaux de cette histoire ont toutes des prénoms de fleurs. Donc là, niveau printemps, je pense qu'on peut pas faire mieux. Ici, on est plutôt dans une fiction historique où on va donc suivre ces différentes jeunes filles qui vont toutes se marier à un moment ou à un autre. Sauf que à chaque fois que l'une d'entre elles se marie, elle décède très peu de temps après. Il semblerait donc que cette famille soit maudite et on va suivre un petit peu tout ça. Je pense que ça va être quand même assez féministe et c'est ancré dans l'historique puisque ça se passe dans les années 1850 je crois. Ça m'a l'air plutôt pas mal et là encore je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas sorti de ma pile à lire. Il est disponible à la médiathèque, j'ai vraiment pas de raison de le procrastiner autant. Le deuxième menu, c'est Lapin de Pâques et la première catégorie, c'est le pudding à l'arsenic. Il faut lire un livre policier, un thriller, un suspense, un page-turner, bref. Là encore, j'ai abusé, j'ai mis 3 livres dans cette sous-catégorie. Les 2 premiers sont disponibles à la médiathèque. Le tout premier, c'est Le chalet des disparus de Ruth Ware. Un huis clos dans lequel on va suivre plusieurs employés d'une même équipe qui se retrouvent dans ce chalet, donc pour un séminaire. Et évidemment, ça va pas se passer aussi bien que prévu puisque l'un d'entre eux va mourir. Ou alors il va disparaître, je sais plus. Et évidemment, ils ne pourront pas s'échapper puisque ça tombe pile pendant une tempête de neige, la poisse. Mais bon, là pour le coup, je pense qu'on coche tous les mots-clés, d'autant plus que ça me fait quand même hyper envie, comme d'habitude, je pense que je vais le dire souvent. Mais j'avoue que pour le coup, ça peut être une lecture qui se lit quand même assez rapidement. J'ai aussi ajouté L'Indésirable de Sarah Waters et là, je crois qu'on va plutôt partir dans du roman historique, gothique, voire horrifique puisque j'ai l'impression que ça va être une histoire de fantôme. On va suivre un personnage qui est un docteur, je crois, qui va être amené à rendre visite assez régulièrement à un certain manoir et il y a des événements un petit peu bizarres qui vont se passer au fur et à mesure de ces visites. Ce qui me fait penser que ça va être une histoire de fantôme, mais bon, là, évidemment, je n'en sais pas plus puisque je ne l'ai pas encore lu.
Ça m'intrigue, mais je viens de voir que le titre fait 720 pages, donc je pense que ça va pas forcément m'aider à le sortir de ma palle et que je vais le procrastiner encore un petit peu. Mais bon, on verra. Dans tous les cas, je peux toujours l'emprunter à la médiathèque et qui vivra verra. Et enfin, un roman policier, thriller, je saurais pas trop vous dire. J'ai dans ma pile à lire que j'ai reçu à Noël d'ailleurs, La chamane de Lascaux de Sophie Marvaux, un policier thriller donc, mais qui se passe à l'ère préhistorique. C'est hyper intriguant. Je pense que ça va se lire quand même assez vite, déjà parce que c'est du poche. Et que de toute façon, tout ce qui est thriller policier, c'est quand même pas mal des page turners, donc ça me fait hyper envie. Et en plus, je suis un peu dans une période où j'ai envie de lire des choses qui se lisent vite, qui sont courtes, et j'ai envie de lectures qui me scotchent, qui me laissent au bord de mon siège. La prochaine sous-catégorie, c'est Sugar Sugar Run. Il faut lire un manga, une BD, un album, un comics, un roman graphique, quoi. Et c'est quelque chose que je n'aime pas particulièrement. Donc j'ai décidé de switcher et d'utiliser le bingo. J'avais choisi la case Prometheus pour les mots-clés passé et disparition. Et je viens de me rendre compte que j'avais mis Remarkably Bright Creatures, que j'ai déjà mis dans une autre catégorie. Donc on va switcher. Et là, donc, en direct avec vous, je rechange de catégorie du bingo. Je vais choisir Wu Zetian pour les mots-clés Reine, Rénome. Puisque là, je vais choisir, du coup, je l'ai pas avec moi, il est ici. C'est le tome 2 de Fleur de Co qui est là. J'avais lu le tome 1 l'année dernière, je sais plus trop à quelle période. Et j'avais beaucoup aimé, c'est de la fantasy africaine, inspirée donc des mythes et légendes africaines. Et c'était vraiment sympa. On est évidemment dans un rénom ici, puisque c'est donc la sous-catégorie. Et on suit donc Oko, qui est une jeune femme qui se retrouve donc à la cour royale pour suivre un entraînement, une scolarité autour de la magie, puisqu'elle possède la magie des fleurs. Elle peut communiquer avec les fleurs et donc faire de la magie avec elles. Mais il y a différentes magies qui existent et elle est là pour s'entraîner à un petit peu toutes les maîtriser. C'était assez sympa, d'autant plus que là encore, on est sur une couverture qui est quand même assez fleurie. C'est une duologie, j'ai lu le premier tome, j'ai le tome 2 ici qui traîne depuis un petit moment puisque je l'ai acheté à sa sortie. J'ai honte de dire que je ne l'ai toujours pas lu parce qu'en plus c'était vraiment trop bien. Donc il faut que je me lance et j'ai aucune excuse. La dernière sous-catégorie de ce menu, c'est les œufs de Fabergé. Il faut lire un livre qui se déroule à une autre époque et là aussi j'ai encore 3 titres. Le premier, c'est un ajout récent à ma pile à lire, c'est Les naufragés de l'île Tromelin de Irène Frein. C'est un titre historique, mais je sais pas si c'est un roman qui prend certaines libertés ou pas, puisque le naufrage de l'île Tromelin a vraiment eu lieu. C'est une histoire vraie qui s'est passée, je crois, au XVIIe siècle. C'était pendant la période de la traite des esclaves. Et d'ailleurs, ce sont des esclaves qui ont été abandonnés plus ou moins volontairement sur cette île inhabitée et quand même assez inhospitalière. J'ai acheté ce livre donc très récemment au Musée national de la marine et je savais pas qu'il existait, mais vous me connaissez maintenant, je suis fan de littérature maritime et surtout de littérature qui relate des naufrages et des histoires de naufragés. J'ai trop hâte, en plus cette couverture est juste absolument magnifique. Merci j'ai lu pour cette couverture et voilà, je suis hyper pressée. Je pense que ça va se lire tout seul. En plus j'ai écouté très récemment le podcast qui parle donc de ces naufragés de l'île Tromelin. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos en cas. C'est vraiment un podcast qui est très 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 intéressant et j'ai trop envie de découvrir ce qu'a pu écrire l'autrice et comment elle retranscrit cette histoire-là. Oui voilà, je viens de le voir sur la 4e de couverture, ça se passe en 1761, du moins pour le début, puisque les naufragés, du moins ceux qui vont survivre, ils seront sauvés 15 ans après. Et celui-ci, pour tout vous avouer, j'ai failli commencer à le lire hier ou avant-hier, je sais plus, et entre-temps j'ai reçu un livre pour une masse critique avec Babelio, donc j'ai priorisé cette masse critique, mais à la base je voulais lire celui-ci, donc honnêtement il va pas tarder à y passer. Les 2 autres titres que j'ai ajoutés à cette sous-catégorie, qui se passent donc à une autre époque, ce sont 2 titres de la même autrice, c'est Maggie O'Farrell. Le premier avec Hamnet, qui relate donc l'histoire de la famille de Shakespeare, même si Shakespeare n'est pas nommé, et on suit principalement sa femme Agnès.
Donc on va les suivre, je pense, sur plusieurs années, voire plusieurs décennies, mais je sais qu'on va surtout suivre un moment particulier qui est le décès de l'un de leurs enfants dû à la peste. J'ai entendu que des bons échos de ce livre, ça fait quand même un moment que je veux le lire et je l'ai ajouté à ma palle ultime de 2024, donc là aussi je pense qu'il va quand même pas tarder à y passer et le Blossom Spring Challenge est le moment idéal pour le lire. Et évidemment, le deuxième livre, qui est donc toujours de Maggie O'Farrell, c'est Le portrait de mariage. Là aussi, ça se passe, c'est pendant la Renaissance et ça se passe en Italie. On va suivre une jeune femme, je crois qu'elle a une quinzaine d'années et elle est forcée de se marier avec un homme qui est plus âgé qu'elle pour des raisons financières, politiques, sociétales. Bref, on lui a pas demandé son avis, elle va se marier avec ce gars-là et je pense qu'on va suivre son histoire à elle. Là aussi, ça me fait super envie, d'autant plus qu'on va aborder le thème de la condition de la femme et ça me parle toujours, donc banco. Le troisième menu, c'est escapade printanière et la première sous-catégorie, c'est clip, clap, clip, pluie d'avril. Il faut lire un livre jeunesse, une réécriture ou relire un livre. Pour moi, ce sera plutôt une réécriture. Je pense que je vais en profiter pour découvrir la duologie de Chloé Gong. Le premier tome, c'est Ses plaisirs violents. C'est une réécriture de Roméo et Juliette, mais à Shanghai, dans les années 20. Je crois que je vous en ai quand même parlé assez régulièrement, d'autant plus, il y a pas longtemps en fait, dans ma vidéo des sagas qui me font envie. Et voilà, que dire de plus? Réécriture de Roméo et Juliette, Shanghai, années 20, roman historique mêlé avec un petit peu de fantaisie, il me semble. Je crois bien que ces personnages principaux ont des petites affinités avec la magie. Ça m'intrigue fortement. Les deux tomes sont disponibles à la médiathèque, donc je peux binge-reader cette duologie si jamais ça me plaît. Qu'est-ce qu'on attend? La deuxième sous-catégorie, c'est Voyage en Asie. Il faut lire un auteur asiatique ou une histoire qui se passe en Asie. Je crois que j'ai pas forcément d'auteur asiatique dans ma pile à lire. Par contre, j'ai plusieurs livres que j'ai gardés spécifiquement pour cette catégorie avec des histoires qui se passent en Asie. Le premier, c'est évidemment, puisqu'il est toujours là, que je ne l'ai toujours pas lu, le tome 2 de la duologie de Shelley Parker Chan. Donc ce tome 2 ici, c'est Celui qui noya le monde. Le premier tome, il est juste là, de ce côté-ci. C'est Celle qui devint le soleil. J'avais beaucoup aimé cette première lecture. J'avais eu du mal au début à me lancer et puis au fur et à mesure j'étais quand même hyper intriguée par la direction que prenait l'histoire. Pour rappel, ça se passe au XIVe siècle en Chine donc et on va suivre les événements qui ont mis en place la dynastie Ming, je crois. Ici aussi, c'est un petit peu teinté de fantaisie puisque certains personnages ont donc certaines affinités avec la magie, mais ça reste quand même quelque chose de très tabou et surtout, il faut pas en parler. Bref, c'est vraiment plutôt ancré dans l'historique et c'était trop bien. Mais c'est aussi et surtout résolument queer et honnêtement, j'avais adoré. Ça a énormément d'importance dans l'histoire et dans les développements de personnages. J'avais adoré et j'ai trop hâte de me replonger dans ce pavé. Il faut dire qu'il est quand même assez énorme. Il est assez lourd aussi. Et voilà, j'avais envie de le lire tout de suite après le tome 1, mais il n'était pas encore sorti et j'avais dû ronger mon frein et attendre la sortie donc de ce tome 2 qui a débarqué tout début janvier. Et voilà, depuis je le procrastine, mais je pense que vraiment celui-ci va y passer dans pas longtemps. En tout cas, d'ici la fin du Blossom Spring Challenge, il sera lu, je m'y engage. D'autant plus que ça me permettra de conclure une duologie. Et le deuxième titre, c'est aussi un titre de série, mais là pour le coup, c'est le 3e tome sur 4. Le 4e n'est pas encore sorti, donc je suis pas tant à la bourre que ça. Le 3e tome, là aussi, je l'ai encore pas sorti parce que je suis un boulet. C'est le tome 3 des Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau. Donc ici c'est écrit par une autrice francophone, mais elle a beaucoup d'affinités et de connaissances au niveau du Japon et surtout du Japon médiéval et j'avoue que ça se ressent énormément dans la lecture de cette série.
C'est classé comme du jeunesse, mais honnêtement, ça aborde quand même des thèmes assez durs. C'est aussi un roman d'apprentissage, puisque dans les 2 premiers tomes, on suivait un personnage qui s'appelle Ichiro. Au tout début du tome 1, on le suit en tant que jeune enfant, puisqu'il a été recueilli en étant tout bébé par un ancien maître d'armes qui s'est volontairement isolé et sa nourrice. Bref, on suit son éducation et comment il se retrouve à arpenter les routes du Japon médiéval, à se faire des amis, à essayer de se débrouiller tout seul dans la violence de la société de l'époque. Les 2 premiers tomes étaient trop bien. Le 3e tome ici, je pense qu'on ne suit pas ce personnage-là, mais qu'on va retrouver un personnage qu'on a rencontré dans le 1er tome et qu'on pensait mort. Je suis assez pressée. Je pense que ça va ici aussi beaucoup parler de la condition de la femme dans cette société. C'est vraiment trop bien. C'est toujours un régal de se plonger dans la plume de Camille Monceau. J'apprécie énormément. Je ne peux que vous conseiller de découvrir cette série, même si les livres sont quand même assez gros, assez épais et que le 4e tome est toujours en cours d'écriture. Mais franchement, c'est pépite. Plongez-vous là-dedans. La 3e et dernière sous-catégorie de ce menu, c'est vider les valises. On nous invite à lire un livre qu'on n'a pas lu pendant un précédent challenge. Là encore, j'en ai 2. J'ai quand même une petite préférence pour le premier, qui est La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab. Je crois que je l'avais mis dans mon Cold Winter Challenge. Évidemment, je ne l'ai toujours pas lu, mais j'ai de plus en plus envie de le découvrir parce qu'il fait partie un peu des classiques, j'ai envie de dire, de BookTube et l'histoire m'intrigue de plus en plus. Je pense que ça va me plaire. J'ai seulement découvert V.E. Schwab avec Gallant que je n'avais pas trop apprécié parce que c'était ancré dans le young adult. Mais là, pour le coup, La vie invisible d'Adi Larue, c'est vraiment de la fantaisie adulte. Donc je pense que c'est quand même plus approprié pour moi. On va suivre ici une jeune femme qui s'est retrouvée à faire un pacte avec le diable pour avoir la vie éternelle, sauf qu'elle est condamnée à ne plus être reconnue. Dès que quelqu'un lui parle et détourne son regard, ils oublient automatiquement son existence et du coup elle est condamnée à ne pas avoir de relations avec les autres humains, ou du moins des relations très éphémères. Mais un beau jour, quelqu'un va se souvenir d'elle, forcément. Ça m'intrigue. Et comme je vous le disais, il est aussi hyper populaire sur le Bookstagram, sur le BookTube. J'en ai marre de pas savoir de quoi ça parle en fait. J'en ai marre de passer à côté de cette histoire et de pas avoir les références. Donc j'ai toujours envie de le lire. Et donc entre les deux, c'est celui qui, je pense, je vais prioriser. Mais pour le coup, ça reste quand même une donnée variable puisque ça dépendra surtout de mon humeur. Donc on verra bien. Pour le moment, j'ai quand même très envie de le lire. Et le deuxième que j'ai ajouté, c'est Le Dieu Oiseau d'Aurélie Wellenstein. De ce côté-ci, celui-ci, je l'avais pris pour le Pumpkin Autumn Challenge, donc 2023. Je l'ai pas lu. Et il me semble bien que je l'ai ajouté au Cold Winter Challenge 2023-2024 et je l'ai toujours pas lu. Mais ici, c'est un roman plutôt fantasy, gore, horrifique. On va suivre ici un personnage qui va vouloir se venger d'une tribu ennemie puisque il me semble qu'il a été obligé de les servir pendant une dizaine d'années. Puisqu'ici, dans cet univers, tous les 10 ans, il y a une compétition qui a lieu et qui existe donc pour désigner la tribu dominante. Et donc, ce personnage-là va vouloir se venger de tout ce qui s'est passé à cause de la tribu dominante des 10 dernières années. Il me semble bien que c'est quand même plutôt gore, voire sanglant. Donc c'est pour ça que j'avais mis dans mon Pumpkin Autumn Challenge et que j'ai un petit peu moins envie de le lire pour le printemps. On verra, peut-être que je serai inspirée pour lire quelque chose de dégueulasse. Ça me fait quand même envie, mais je pense que ça sera plutôt pour le Pumpkin Autumn Challenge de 2024 ou ma pile à lire de l'automne. Ou peut-être une lecture pour Halloween, allez savoir. On arrive au dernier menu, c'est Printemps en Chine et la première sous-catégorie c'est la cité impériale. On nous invite à lire des histoires d'intrigues impériales, de royauté et de petits peuples. À la base j'avais mis Fleur d'Oko 2 mais on vient déjà de le balancer. Donc j'ai plutôt ajouté le tome 3 de Vampiria puisque oui, il est dans ma pile à lire, je l'ai en version audio juste ici. C'est La Cour des Ouragans, c'est écrit par Victor Dixon et ça me permettrait de terminer cette saga puisque c'est une trilogie. J'ai déjà écouté les 2 premiers tomes que j'ai beaucoup aimé, j'ai quand même très envie de savoir la suite. Je sais pas si ce sera vraiment la fin puisque j'ai cru comprendre qu'il y a une autre trilogie, enfin il y a d'autres livres dans cet univers mais pas forcément de ce cycle-là. Donc on verra bien comment ça se passe, si j'aurai le fin mot de l'histoire ou pas.
mais j'ai quand même très envie de le lire. Ici, on va surtout cocher le mot-clé royauté, puisqu'on suit notre personnage principal qui essaie de se venger de toute la monarchie vampirique qui a été mise en place, puisque je vous le rappelle, ici, Louis XIV n'est pas mort. Au lieu de mourir, il s'est changé en vampire et il domine toujours la France. J'aime beaucoup, il y a quelques intrigues de cours, mais c'est surtout quand même assez sanglant, je dois dire. Enfin, pas hyper sanglant, mais du sang est versé quand même à chaque fois et j'aime plutôt pas mal. La prochaine sous-catégorie, c'est le tigre et la tisseuse. Il faut lire un livre autour des mythes et légendes, des nouvelles fantastiques ou de la fantaisie. Là encore, j'en ai deux. Le premier, c'est un one-shot de fantaisie et de réécriture de mythes et légendes, puisque j'ai ici encore une relique de ma pile à lire des achats de Noël, en fait des cadeaux de Noël. C'est Cœur de sorcière de Geneviève Gorniché de ce côté-ci. Donc on va suivre ici notre personnage qui est Angrboda, qui est une déesse, alors je sais plus quelle déesse c'est, mais en gros c'est la mère de certains monstres de la mythologie nordique, et je crois que c'est aussi la compagne de Loki. Donc déjà, le côté mythologie nordique, ça m'intrigue pas mal. Je suis pas très familière avec ce type de mythologie, je suis plutôt côté mythologie grecque, romaine et égyptienne, un peu moins sur le nordique et les autres, mais ça m'intrigue toujours autant. D'autant plus qu'ici on nous dit que Angrboda c'est une sorcière mais aussi une femme et une mère face aux dieux. Je pense que ça va être une femme badass dans son genre, mais ça risque d'être quand même plutôt pas mal. J'avais eu que des bons échos de ce titre et c'est pour ça que je l'avais ajouté à ma wishlist quand il est sorti en français. Je sais juste que le seul bémol qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de chapitre. Il me semble bien du moins. Il y a juste une séparation ici avec les différentes parties, mais en gros, il n'y a pas de chapitre entre et il paraît que ça complique un petit peu la lecture. Mais je pense pas que ça va me gêner plus que ça. Voilà, encore une fois, je suis hyper pressée de le lire. C'est un one-shot, donc ça peut être plutôt pas mal de le lire, d'avoir le début et la conclusion en un seul livre. Qu'est-ce que j'attends ? Je ne sais pas. Le deuxième titre que j'ai ajouté, il va plutôt m'aider à continuer une série. Là encore, je ne l'ai pas pris parce que je suis toujours un boulet. C'est Bravoure. De ce côté-là, le deuxième tome du livre des Terres Bannies de John Gwynne. Je vais le mettre plutôt ici, ce sera plus facile. J'avais lu le premier qui est juste ici, Malice. Et donc le tome 2, Bravoure, qui est, je pense, encore plus lourd que le premier. Ce sont des gros pavés. Celui-ci, il fait 665 pages. Il paraît encore plus gros que ces 665 pages. Mais ça m'avait beaucoup plu. Ici aussi, on est quand même pas mal ancré dans la mythologie nordique. Vachement moins que dans celui-ci, je pense. Mais il y a de l'inspiration nordique et médiévale. Le premier tome avait été une découverte très sympa. Pas forcément un coup de cœur puisque ça a été quand même un tome très introductif. Mais en gros, on va se retrouver dans une guerre entre le bien et le mal, bêtement et simplement. Et c'était trop bien. Ça m'a fait beaucoup penser à Game of Thrones dans le sens où il y a énormément de personnages et on a beaucoup de points de vue de personnages, certains qui sont très récurrents, notamment le personnage qui fait référence au bien et le personnage qui fait référence au mal, même si celui qui fait référence au mal ne sait pas qu'il est le mal et je trouve ça fantastique. Mais il y a aussi certains personnages qu'on suit une fois de temps en temps pour évoluer, pour avoir un point de vue alternatif d'une certaine situation. Et il y en a d'autres qu'on suit et qu'on a le malheur de découvrir morts à la fin, du moins du premier tome, puisque c'est celui que j'ai lu. Bref, c'est compliqué parce qu'on s'attache énormément aux personnages et l'auteur ne fait pas de quartier et en zigouille quelques-uns au fur et à mesure. Mais c'est trop bien. C'est aussi ce que j'attends de mes lectures, d'être constamment surprise et de me dire « Non, pas celui-là !» Donc voilà, Bravoure me fait de l'œil depuis un moment. Il a failli me casser la tête, mais c'est pas grave. Le tome 3 est déjà sorti, c'est Ruine. Et je pense que le 4e tome va sortir avant l'été 2024. Donc, il faut que je m'y attelle, d'autant plus que j'adore l'univers. Donc, qu'est-ce que j'attends ? D'avoir le temps, évidemment. Et enfin, on arrive à la dernière sous-catégorie du dernier menu, c'est Chine 2.0. Il faut lire des romans d'anticipation, de la science-fiction ou quelque chose de moderne qui a un rapport avec la modernisation. Là, j'en ai mis 2 qui font référence à de la science-fiction, mais comme c'est pas forcément mon domaine de prédilection,
C'est forcément des titres qui me font un petit peu moins envie, mais je les ai ajoutés quand même parce que de temps en temps, je suis un peu dans ma période SF et j'ai envie d'y aller. Le premier, c'est un one-shot, c'est Les Chants de Nuying de Emily Kerbalek, je crois. Et je me souviens juste qu'on va suivre notre personnage principal qui est une femme qui se retrouve à voyager dans l'espace pour rejoindre la planète, j'imagine, de Nuying. Pour étudier les chants de cette planète puisqu'il se trouve qu'elle émet des sons qui ressemblent beaucoup aux sons qu'émettent les baleines. Et enfin, le dernier livre que j'ai à vous présenter dans cette pile à lire, c'est là aussi un roman de science-fiction, mais c'est le premier tome d'une trilogie, c'est la 5e saison, premier tome donc des livres de la Terre fracturée de N.K. Jemisin. Et là, il me semble bien qu'on est toujours sur Terre, mais il y a énormément de tremblements de terre, de cyclones, bref, de catastrophes naturelles. Je crois qu'on va suivre un de nos personnages qui va se retrouver séparé de sa famille et qui va la chercher. Je sais plus bien. Je sais qu'il y a une histoire familiale dans l'eau, mais je sais plus exactement et je ne veux pas en savoir plus. Parce que si jamais je me plonge dedans, je préfère en fait ne pas savoir de quoi il s'agit et découvrir au fur et à mesure de ma lecture. Donc, si vous comptez sur moi pour avoir un résumé de la 5e saison, eh bien vous risquez d'être fortement déçus puisque je ne peux pas vous dire. Voilà, on est arrivé à la fin de cette pile à lire du Blossom Spring Challenge. Comme je vous le disais dans l'intro, je me laisse le droit de déjà changer les livres de catégorie, mais surtout de lire autre chose que ce que j'ai dans cette pile à lire, puisque je fonctionne aussi quand même pas mal à l'humeur, et il y a des livres que j'ai très envie de lire, mais que j'ai pas réussi à caser dans cette palle, que peut-être j'arriverai à glisser dans la palle du Shiny Spring Challenge, on verra. Comme je vous le disais, je vais aussi vous préparer la pile à lire du Shiny Spring Challenge que je sortirai, je pense, mardi en fin d'après-midi vers 17h, 17h30. Je vous conseille d'aller jeter un œil puisque les catégories sont quand même très différentes du Blossom Spring Challenge. C'est aussi pour ça que je vais le suivre. Elles sont très différentes et surtout elles sont très inspirantes. Donc forcément les livres que je vais glisser seront quand même pas mal différents de ce que je viens de vous présenter. Donc évidemment je vous invite fortement à aller voir cette vidéo quand elle sortira. Autrement je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker celle-ci, de la partager, de commenter, de me dire ce que vous avez prévu pour le Blossom Spring Challenge et si vous allez suivre ce challenge-là ou un autre, n'hésitez pas à me dire. Si vous avez tout simplement des envies de lecture pour le printemps sans forcément suivre un challenge littéraire, dites-le moi aussi, ça m'intéresse toujours de rajouter des livres à ma pile à lire, c'est une activité que j'adore, c'est comme acheter des livres en fait. Il y a vraiment 3 activités différentes dans les lecteurs et c'est ce que j'apprécie beaucoup et que mon ami ne comprend pas. Parce que on adore rajouter des livres dans nos palles sans forcément les lire, on adore acheter des livres et les rajouter dans nos bibliothèques et nos palles sans forcément les lire et on adore aussi lire des livres. Bref, trêve de blabla, je vous libère et je vous dis à bientôt. Bye bye.